Dès le 13 novembre, suite à l'armistice à l'ouest, la Russie dénonce le traité de Brest-Litov et exige l'évacuation des Allemands. Les États baltes, qui recherchent leur indépendance, et la Pologne se retrouvent alors directement opposés à la Russie. La guerre ne va tout de même pas recommencer. Mais si, et dans la plus grande confusion, souvent dans le carnage, et pour comble, la Russie subit une terrible guerre civile entre les bolcheviks et les Russes blancs. La Russie est donc en conflit avec ses nouveaux voisins. La Finlande, ancien grand-duché de Russie, est divisée entre pro- et anti-bolcheviks. Sous le commandement du général Mannerheim et avec l'aide des Allemands, elle devient une république indépendante. Elle combat les bolcheviks qu'elle poursuit jusqu'au NUS. L'Hongrie du Nord déclare son indépendance et connaît une brève période d'autonomie de 1919 à 1920 avant d'être réintégrée à la Russie. L'Estonie, occupée par l'Allemagne en 1918, doit ensuite se défendre contre les Russes pour que son indépendance soit reconnue le 2 février 1920. En Lettonie, l'Allemagne occupe la Courlande depuis 1915, Riga depuis 1917 et la Livonie depuis 1918. Pour faire opposition aux bolcheviks, après novembre 1918, l'Angleterre et la France encouragent les Allemands à rester en Lettonie. Je ne comprends plus. Les Allemands sont devenus les alliés des Français. Au terme d'une année d'épreuves, la Lettonie accède à l'indépendance après le traité de Riga le 11 août 1920. La Lituanie connaît aussi une période très difficile. Non seulement elle doit se défendre contre les Allemands puis les Russes, mais aussi contre les Polonais. L'Ukraine déclare son indépendance le 22 janvier 1918. Mais, malgré l'armistice de Brest-Litov, l'Allemagne continue à l'envahir. Baptiste, observe ces timbres russes et autrichiens surchargés du trident, emblème de l'Ukraine. L'Ukraine récupère momentanément l'est de la Galicie autrichienne et émet ses timbres d'Ukraine occidentale. En 1918, le repli des armées allemandes et austro-hongroises déclenche une stupéfiante mêlée générale dont l'armée rouge, qui envahit Kiev en février 1919, finit par prendre le dessus. L'Ukraine de Petliura se range alors aux côtés de la Pologne. La Russie subit une guerre civile qui a fait de 8 à 20 millions de morts. Mais c'est plus que la Première Guerre mondiale. C'est du même niveau. Elle est écartelée entre l'armée rouge des bolcheviks, les fidèles du gouvernement provisoire, les armées blanches et des tsaristes, les bandes de pillards, l'armée verte, des anarchistes, des troupes occidentales appelées à l'aide. Un des premiers actes horribles est l'exécution sans jugement du tsar Nicolas II et de sa famille en juillet 1918. Mais il y avait des enfants? Oui, 4 filles et un garçon, qui doit avoir ton âge. Les Russes, restés fidèles à l'ancien régime, appelés les Russes blancs, forment des armées qui prennent en tenaille les bolcheviks. Chaque armée émet ses propres timbres. L'armée de l'Est, avec Kolchak, soutenue, puis trahie par la Légion tchécoslovaque. L'armée du Sud, l'armée du Nord-Ouest, l'armée de l'Ouest et l'armée du Nord. Les pays de l'Entente soutiennent avec des livraisons d'armes les Russes blancs, mais, retenus par une partie de leur opinion publique, ils livrent peu bataille. Ces timbres de Batumi, où stationnent les Britanniques, sont les seuls qui gardent en mémoire cette aide. En mai 1919,
les armées blanches réussissent à limiter le territoire des bolcheviks à la région de Moscou. L'armée rouge, bien coordonnée par Trotsky, finit par les battre l'une après l'autre. Wrangel, qui a pris la tête de l'armée du Sud à la place de Denikin, bat en retraite jusqu'en Crimée. Il y organise le regroupement des troupes et favorise leur immigration vers les pays voisins. Ces timbres dits du Levant russe ont servi aux réfugiés pour communiquer entre eux. Libérés de la pression des Blancs, les bolcheviks s'en prennent à la Pologne. Tu te rappelles que la Pologne s'est reconstituée avec l'ex-royaume de Pologne, investi par la Russie, des territoires annexés par l'Allemagne et une province autrichienne. Ouais, je sais, la Galicie. À l'est, en 1918, les bolcheviks reprennent le terrain laissé libre par les Allemands et menacent les Polonais, qui réussissent à les retenir. En avril 1920, le général Piłsudski, avec le concours des Ukrainiens, lance une offensive qui lui permet d'atteindre Kiev le 7 mai 1920. Les bolcheviks, commandés par Tukhachevski, qui viennent en partie de se débarrasser des armées blanches, peuvent lancer une contre-attaque. La cavalerie de Boudienny et les troupes de Legorov font reculer les Polonais à partir du 4 juillet 1920 jusqu'à Varsovie. C'est là, contre toute attente, que le 15 août se produit le miracle de la Vistule, qui met en déroute l'armée rouge et oblige la Russie à signer le traité de Riga en mars 1921. La Pologne en profite alors pour repousser ses frontières de 200 km vers l'est. À l'occasion de cette guerre, le général Selikovski, à la tête d'un corps franc, s'empare de Vilnius et de sa région, qui devient pour 18 mois la République de Lituanie centrale. Le 28 janvier 1922, un vote de l'Assemblée de Vilnius intègre cette région à la Pologne, dont elle utilisera alors les timbres. Après avoir maîtrisé la guerre civile, le 22 décembre 1922, les bolcheviks instaurent l'URSS. Ces timbres représentant des ouvriers, des paysans et des soldats témoignent du changement de la République socialiste fédérative des Soviets de Russie en Union des républiques socialistes soviétiques, c'est-à-dire URSS. Nous avons vu que la Russie bolchevique perd quelques pays devenus indépendants. La Finlande, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne. Mais, par la force, d'autres qui s'étaient émancipés sont réintégrés à l'URSS, comme l'Ukraine. Ces timbres sont les seuls émis par cette nouvelle République socialiste soviétique. Baptiste observe ces timbres macabres. Ils témoignent bien des atrocités qu'ont vécues les Ukrainiens. De leur côté, la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan proclament leur indépendance en 1918, puis sont envahis par les bolcheviks en 1921. En 1922, ces républiques se regroupent et forment la République socialiste soviétique fédérative transcaucasienne, qui, avec l'Ukraine, la Biélorussie et la Russie, constitue l'URSS. Dès 1923, les seuls timbres en usage dans ces pays seront les timbres de l'URSS. Lénine meurt en 1923. Voici son timbre de deuil. La Russie sort ruinée de cette révolution. Elle a eu des millions de morts au combat et suite à des exécutions sommaires. Mais
à cause aussi du typhus et de la famine. De nombreux timbres de 1921 et 1922 sont émis au profit des affamés, en particulier les affamés de la Volga. L'armistice est signé le 30 octobre 1918. Tiens, c'est bizarre, une défaite commémorée par un timbre. Le traité de Sèvres, signé par les mandataires du sultan Mohamed VI, le 10 août 1920, consacre le démembrement de l'Empire ottoman. Le royaume de Grèce obtient Smyrne, l'ouest de l'Anatolie et la Thrace orientale. Istanbul et les détroits sont démilitarisés et placés sous contrôle international. Le traité prévoit un grand territoire kurde et une république d'Arménie. L'Italie se voit confier une zone d'influence. La Grande-Bretagne occupe le sud-est de l'Anatolie. La France, elle, s'installe en Cilicie, d'où elle émet ses timbres. Les provinces arabes sont détachées. La SDN confie à la France le Liban et la Syrie et confie au Royaume-Uni l'Irak et la Palestine. Mais le grand empire ottoman est anéanti, il n'est plus qu'un petit territoire. Le général Mustafa Kemal, surnommé Atatürk, prend la tête d'un mouvement républicain nationaliste. Il dénonce le traité de Sèvres et entreprend de récupérer les territoires perdus. Coupé d'Istanbul, il reconstitue ses forces en Anatolie, d'où il émet ses timbres. Il occupe le territoire destiné à l'Arménie, investi Kars et Ardahan, qui étaient russes depuis 1878. Les Italiens évacuent le sud-ouest de l'Anatolie. Les Français rendent la Cilicie et retracent la frontière nord de la Syrie. Les Anglais quittent le sud-est de l'Anatolie. Pour conforter leur position à Smyrne, les Grecs avancent vers Ankara, mais sont stoppés à Inönü en décembre 1920, puis en mars 1921. Ils reprennent leur progression, mais perdent la bataille de Sakarya en septembre 1921. En août 1922, les Turcs lancent la grande offensive, gagnent la bataille de Dumlupinar, investissent Smyrne en septembre et rejettent les Grecs à la mer. Le sultan Mehmed VI est déchu. La République est proclamée en octobre 1923. Le gouvernement et le Parlement siègent à Ankara. Mustafa Kemal Atatürk devient président. Un nouveau traité, le 24 juillet 1923 à Lausanne, révise celui de Sèvres. La Turquie retrouve ses frontières d'avant la guerre, le projet d'État kurde et d'État arménien étant abandonné. Toutefois, les Français se maintiennent en Syrie et les Britanniques se maintiennent en Irak et en Palestine. Les Grecs rendant la Thrace orientale et Smyrne. Il s'ensuit des mouvements de population. 1,6 million de Grecs regagnent la Grèce, tandis que 385 000 musulmans émigrent en Turquie. La première guerre, avec ses prolongations, est enfin finie. On ne se bat plus. Les poilus vont retrouver leur Madelon. Oui, mais la période qui suit, que l'on appelle l'entre-deux-guerres, n'est pas non plus de tout repos. Voici la nouvelle physionomie de l'Europe pour seulement une quinzaine d'années. Une maison au mur tout couvert de lierre,
autour l'euro, c'est le nom du cabaret. La servante est jeune et gentille, légère comme un papillon. Comme son vin, son œil pétille, nous l'appelons la Madelon. Nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour. Ce n'est que Madelon, mais pour nous c'est l'amour. Quand Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas sévère, quand on lui prend la taille ou le menton, et le riz c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon,